Ma fille a vendu leur maison pour 500 000 $ et a donné tout l'argent à mon gendre pour qu'il l'investisse dans son soi-disant business numérique. 2 semaines plus tard, ils sont venus me demander un endroit où loger, et j'ai répondu « non ». Mon gendre m'a frappé au visage. J'ai appelé mon avocat, et son action suivante. Ma fille a vendu sa maison pour 500 000 $ et a donné tout l'argent à mon gendre pour qu'il l'investisse dans sa soi-disant entreprise numérique. 2 semaines plus tard, ils sont venus me demander un endroit où vivre, et j'ai répondu « non ». Mon gendre m'a frappé au visage. Ce même jour, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon avocat et sa prochaine étape. Je suis heureux de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où mon histoire a voyagé. J'ai 62 ans, et je n'aurais jamais cru voir le jour où mon propre gendre lèverait la main sur moi. Mais j'étais là, debout sur le pas de ma porte, du sang coulant de mon nez, regardant le visage de Henri se tordre de rage, tandis que ma fille Léa se tenait derrière lui, les larmes coulant sur ses joues. « Papa, s'il te plaît », murmura Léa, sa voix à peine audible. Nous n'avons nulle part où aller. 3 heures plus tôt, ils avaient débarqué chez moi, ressemblant à des réfugiés de leur propre vie. Les cheveux de Léa étaient en désordre, ses vêtements froissés comme si elle avait dormi dedans. Henri arpentait mon porche de long en large, passant ses mains dans ses cheveux et marmonnant. Je ne l'avais jamais vu aussi agité. « Que se passe-t-il » demandai-je, m'écartant pour les laisser entrer. C'est alors que toute l'histoire est sortie. 2 semaines auparavant, ils avaient vendu leur belle maison de 4 chambres pour 500 000 $. 500 000 $. La maison que je les avais aidés à acheter. Celle où j'avais vu ma petite fille faire ses premiers pas, avant qu'elle ne parte pour l'université. Disparu. Henri a cette incroyable opportunité commerciale, expliqua Léa, les yeux brillants de ce que je réalise maintenant être du désespoir déguisé en espoir. Marketing numérique, papa. L'avenir est en ligne, et Henri a des relations avec des investisseurs incroyables. Je regardais Henri acquiescer avec enthousiasme, mais quelque chose dans ses yeux me retourna l'estomac. J'avais déjà vu ce regard dans les yeux de mon défunt frère, quand il jouait ses économies, convaincu que le prochain pari résoudrait tous ses problèmes. « Alors, vous avez vendu votre maison » dis-je lentement. « Pour investir dans l'entreprise de Henri. »« Ce n'est pas juste une entreprise, Bruce » m'interrompit Henri. Et je remarquai qu'il ne m'appelait jamais papa comme avant. C'est de la richesse générationnelle dont nous parlons. Dans 5 ans, Léa n'aura plus jamais à travailler un seul jour de sa vie. Mais les voilà 3 heures plus tard, me disant que l'argent était parti. Tout. Les investisseurs avaient disparu. L'entreprise était une coquille vide. Et Henri expliquait tout avec un jargon technique que je ne pouvais pas suivre et auquel je ne croyais pas. Ces choses arrivent en affaires, répétait-il, sa voix devenant plus forte à chaque explication. Fluctuation du marché, problème réglementaire. C'est temporaire. Temporaire. 500 000 $ partis. Et il appelait ça temporaire. Nous avons juste besoin d'un endroit où rester pendant que nous réglons les choses, plaida Léa. Juste pour quelques semaines, peut-être un mois. J'ai regardé ma fille, vraiment regardé. Quand était-elle devenue si mince? Quand ces rides d'inquiétude étaient-elles apparues autour de ses yeux? Elle avait perdu du poids, et pas d'une manière saine. Sa peau avait une pâleur grisâtre qui témoignait de nuits blanches et de stress constant. « Léa, ma chérie, dis-je doucement. Tu sais que je t'aime, mais je ne peux pas permettre ça. » C'est alors que le masque de Henri tomba. Son attitude amicale disparut, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. « Permettre quoi, exactement? » Que ta fille ait besoin d'aide de son propre père. « Je ne te parle pas, dis-je fermement. Je parle à ma fille. » Henri s'approcha et je sentis l'odeur d'alcool sur son haleine. Il n'était même pas midi. « Tu penses que tu es meilleur que nous, n'est-ce pas? Assis dans ta belle maison à nous juger parce que nous prenons des risques. »« Henri, s'il te plaît, » murmura Léa, lui attrapant le bras. Il la repoussa. « Non, Léa, ton père doit comprendre quelque chose. Nous sommes une famille. La famille est de la famille, et en ce moment nous avons besoin d'aide. » Je gardai ma voix calme, bien que mon cœur battait la chamade. Et j'ai aidé. Je vous ai aidé à acheter cette maison. J'ai aidé à payer votre mariage.
J'ai aidé quand vous ne pouviez pas payer vos mensualités de voiture il y a 3 ans. Mais ce n'est pas de l'aide. C'est de l'encouragement à de mauvaises décisions. De mauvaises décisions. La voix de Henri s'éleva en un cri. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles, vieil homme. Tu n'as jamais pris de risque de ta vie. Tu n'as jamais rien construit, jamais rêvé en grand. Henri, arrête, supplia Léa. Mais il était au-delà de l'écoute. Tu sais quel est ton problème, Bruce? Tu es petit. Petit esprit, petit rêve, petite vie. Et tu veux garder tout le monde petit, aussi. C'est alors que je l'ai dit. Le mot qui a allumé la mèche. Non, juste ce mot. Mais Henri l'a entendu comme un coup de feu. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, non, tu ne peux pas rester ici. Je ne te regarderai pas entraîner ma fille plus bas. Le coup est venu si vite, je ne l'ai pas vu venir. Un instant, j'étais debout sur le pas de ma porte, l'instant d'après je trébuchais en arrière, ma main allant automatiquement à mon nez alors que du sang chaud commençait à couler. Léa a crié. Henri se tenait là, son poing toujours serré, sa poitrine haletante comme s'il venait de courir un marathon. Pendant un instant, nous sommes tous restés figés dans ce tableau, l'agression, la victime, le témoin. « Oh mon Dieu !» murmura Léa. « Oh mon Dieu, Henri, qu'as-tu fait ?» Mais Henri ne la regardait pas. Il me fixait avec une haine pure. « Tu le mérites, espèce de vieil enfoiré égoïste. Ta propre fille est sans abri, et tu lui as claqué la porte au nez. » Je touchai mon nez avec précaution. Il n'était pas cassé, mais ça faisait un mal de chien. Plus que la douleur physique, cependant, était la réalisation de ce qui venait de se passer. Cet homme qui avait dîné à ma table pendant 5 ans, qui m'avait appelé papa, qui avait promis d'aimer et de protéger ma fille, venait de me frapper dans ma propre maison. « Sortez, dis-je calmement. »« Papa, s'il te plaît, » commença Léa. « Vous deux, sortez maintenant. » Alors qu'il s'éloignait, j'entendis Henri marmonner quelque chose sur l'ingratitude et l'égoïsme, mais je m'en fichais. J'étais déjà en train de chercher mon téléphone, parcourant mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro dont j'avais besoin. Robert Henley, mon avocat depuis 15 ans. Un homme qui m'avait aidé à traverser mon divorce, mes partenariats commerciaux et ma planification de retraite. Un homme en qui j'avais entièrement confiance. Le téléphone sonna 2 fois avant que sa voix familière ne réponde. « Bruce, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air secoué. » Je lui ai tout raconté, de l'argent perdu au coup de poing. Robert écouta sans m'interrompre, ce qui avait toujours été l'une de ses forces. Quand j'ai eu fini, il y eut un long silence. « Bruce, » dit enfin Robert, sa voix grave. « J'ai besoin de vous voir immédiatement. Il y a des choses sur Henri que vous devez savoir. Des choses que j'aurais dû vous dire il y a des mois. » Quelque chose dans son ton me glaça le sang. Quel genre de choses? Pas au téléphone. Pouvez-vous venir à mon bureau maintenant? Je regardais mon reflet dans le miroir du couloir. Mon nez était enflé. Il y avait du sang séché sur ma chemise et mes mains tremblaient légèrement, mais l'urgence de Robert me tira de mon choc. Je serai là dans 20 minutes. Alors que je prenais mes clés et me dirigeais vers la voiture, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le coup de poing n'était que le début. Tout ce que Robert allait me dire allait tout changer. Le bureau de Robert me semblait plus froid que d'habitude. Ou peut-être n'était-ce que la glace dans mes veines, alors que j'étais assis en face de son bureau en acajou. Il m'avait tendu des mouchoirs pour mon nez et avait insisté pour prendre des photos de mes blessures, ce qui aurait dû être mon premier indice sur la gravité de ce qui allait se passer. « Bruce, » commença Robert, ouvrant un épais dossier en manille, « il y a 6 mois, vous m'avez demandé de faire une enquête de solvabilité sur Henri, lorsqu'il a commencé à faire pression sur Léa pour refinancer la maison. Vous vous souvenez? » J'acquiesçai. J'étais inquiet du soudain intérêt de Henri pour puiser dans leur capital immobilier, pour diverses opportunités commerciales. Quelque chose ne collait pas, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus. Eh bien, ce que j'ai trouvé était inquiétant, mais vous m'avez dit de ne pas le partager, à moins que quelque chose d'urgent ne se produise. Les yeux de Robert rencontrèrent les miens. Je dirais qu'être frappé chez soi, c'est urgent. Il fit glisser une photographie sur le bureau. Elle montrait Henri, mais il avait l'air différent, plus jeune, portant un costume coûteux, debout à côté d'une femme qui n'était pas ma fille. Elle était plus âgée,
peut-être la cinquantaine, avec des cheveux argentés parfaitement coiffés, et une richesse évidente affichée dans ses bijoux et ses vêtements. C'est Henry avec Margaret Davison, prise 2 ans avant qu'il ne rencontre Léa. Margaret avait 68 ans, une veuve avec des actifs substantiels. Henry avait 34 ans. Mon estomac commença à se tordre. Margaret est décédée l'année dernière. Crise cardiaque massive, selon le certificat de décès. Mais voici la partie intéressante, 6 mois avant sa mort, elle avait transféré presque tous ses actifs à Henry. Ses enfants se battent toujours en justice. Robert sortit une autre photographie. Celle-ci montrait Henry avec une autre femme, cette fois une brune qui semblait avoir la quarantaine. Linda Curter, 52 ans, a rencontré Henry 3 ans avant que Margaret ne perde sa maison, ses économies et sa bijouterie à cause de lui. Il l'a convaincu d'investir tout dans une start-up technologique révolutionnaire. Le schéma devenait horriblement clair, mais Robert n'avait pas terminé. Sarah Chen, 49 ans, Jennifer Walsh, 55 ans, Diane Morrison, 61 ans. Chaque nom était accompagné d'une photographie, chaque femme semblait heureuse et pleine d'espoir aux côtés de Henry. La même histoire, Bruce, à chaque fois. Des femmes plus âgées, financièrement aisées, confiantes. Je fixais les photos étalées sur le bureau de Robert, comme des preuves dans une affaire de meurtre. Comment avez-vous trouvé tout cela? Henry Richardson n'est pas son vrai nom. Il a utilisé des variantes de ce nom au cours des 8 dernières années. Son vrai nom est Harold Rickman, et il a une histoire très intéressante avec la division des crimes financiers du FBI. Robert me tendit un document épais. L'entête du FBI me fit trembler les mains alors que j'essayais de me concentrer sur les mots. Ils le suivent depuis des années, mais il est prudent. Il ne commet jamais techniquement de fraude. Tout est fait par manipulation émotionnelle et signature de documents légaux. Les femmes lui donnent l'argent volontairement, mais elles ne peuvent pas prouver l'intention. Pas l'intention criminelle, non. Mais il y a clairement un schéma. Et Bruce, il y a autre chose. La voix de Robert baissa d'un ton. Il y a 3 mois, Henry a rendu visite à mon collègue David Pembroke, lui posant des questions sur le droit des successions. Plus précisément, il voulait savoir sur les droits du conjoint aux biens hérités dans les cas où le bénéficiaire décède de manière inattendue. La pièce se mit à tourner légèrement. Je serrai les accoudoirs de ma chaise. Qu'a-t-il demandé exactement? Il voulait savoir si Léa héritait de votre succession, son mari aurait-il un accès automatique à ses biens? Il a également posé des questions sur les polices d'assurance vie et la rapidité de leur paiement. Je me suis senti malade, non seulement à cause du coup de poing ou du choc, mais à cause de la réalisation de la façon dont j'avais été complètement joué, de la façon dont Léa avait été complètement jouée. Il y a plus, continua Robert, sa voix plus douce maintenant. J'ai demandé à mon enquêteur d'examiner cette entreprise numérique dans laquelle Henry prétendait investir. Bruce, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'investisseur, pas d'entreprise, pas d'enregistrement commercial. Les 500 000 $, ils ont disparu. Transférés sur des comptes offshore qui ne peuvent pas être tracés. Donc, l'argent est juste parti, complètement. Et basé sur son schéma avec d'autres femmes, c'était toujours le plan, faire en sorte que Léa liquide son principal actif, prendre l'argent, puis passer à la prochaine cible. J'ai pensé au visage pâle de Léa, à sa silhouette mince, au ride d'inquiétude autour de ses yeux. Mais il est toujours avec elle, parce qu'il n'a pas encore fini. Bruce, je dois vous faire comprendre quelque chose de très important. Basé sur ces questions sur le droit des successions, je crois que la cible ultime de Henry n'est pas seulement les biens de Léa, c'est les vôtres. Les mots me frappèrent comme un autre coup de poing. Les miens? Robert acquiesça sombrement. Pensez-y. Léa est votre seul enfant. Si quelque chose vous arrivait, elle hériterait de tout. Et si quelque chose lui arrivait ensuite? Vous dites qu'il pourrait lui faire du mal? Je dis que son schéma précédent suggère qu'il passe à autre chose une fois que l'argent est parti. Mais avec Léa, il n'est pas passé à autre chose. Pourquoi? Parce que le vrai prix n'est pas l'argent de la maison. C'est votre succession. Et maintenant qu'ils ont tout perdu, il est désespéré. Je restais en silence, traitant l'ampleur de ce que Robert me disait. 5 ans. Henry avait planifié cela pendant 5 ans. Travaillant lentement son chemin dans notre famille, gagnant notre confiance, se positionnant pour le coup ultime. Le coup d'aujourd'hui, dis-je lentement.
Ce n'était pas de la colère d'avoir refusé un abri. Non, acquiesça Robert. C'était de la panique. Son plan s'effondre, et les gens désespérés font des choses désespérées. Robert ouvrit un autre dossier. Bruce, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous réfléchissiez très attentivement avant de répondre. Henry vous a-t-il déjà posé des questions sur votre testament, sur votre santé, sur le fait que vous preniez des médicaments? La question me fit frissonner, mais en y repensant, des souvenirs commencèrent à refaire surface. Henry posant des questions sur mes médicaments contre l'hypertension. Henry suggérant que je devrais vivre un peu et ne pas être si prudent avec mon régime alimentaire. Henry plaisantant sur le fait que les vieux comme moi devraient profiter de la vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Jésus, murmurai-je. Je n'essaie pas de vous effrayer inutilement, dit Robert. Mais d'après ce qui est arrivé à Margaret Davison, je pense que vous devez prendre des précautions immédiatement. Il sortit un document juridique. Ceci est une ordonnance restrictive. Je peux la faire déposer aujourd'hui. Elle empêchera légalement Henry de vous approcher, vous ou votre propriété. Et Léa? L'expression de Robert devint triste. Bruce, je sais que c'est votre fille, mais elle a choisi son camp. Chacune des précédentes victimes de Henry avait des membres de leur famille qui ont essayé de les avertir. Elles ont toutes choisi Henry plutôt que leur famille, jusqu'à ce qu'ils disparaissent avec leur argent. Je fixai l'ordonnance restrictive, sachant que la signer signifiait essentiellement rompre les liens avec ma fille. Mais l'alternative, attendre de voir jusqu'où Henry irait, me semblait infiniment pire. Il y a encore une chose, dit Robert doucement. Si vous signez cette ordonnance restrictive, si vous vous protégez légalement, Henry va passer à l'escalade. Il va essayer d'atteindre vos actifs par l'intermédiaire de Léa. Et si elle est aussi manipulée que ses précédentes victimes, elle va l'aider. Que voulez-vous dire? Robert sortit un dernier document. Ce matin, avant que vous n'appeliez, j'ai reçu une demande d'un autre cabinet d'avocats. Ils veulent fixer une réunion concernant la planification de votre succession. La demande venait de Léa. Mon cœur s'arrêta. Elle essaie déjà d'accéder à mon testament. Il semble que oui. Bruce, je pense que Henry planifie cela depuis des mois, la vente de la maison, la fausse entreprise, venir vous demander de l'aide. Tout cela a été conçu pour créer une crise, qui vous obligerait soit à les accueillir, soit à leur faire des provisions financières. J'ai pensé aux larmes de Léa, à ses supplications désespérées, à la façon dont elle m'avait supplié de les aider. Tout cela avait-il été réel, ou avait-elle été coachée, manipulée, transformée en complice de Henry? Que dois-je faire? Robert se pencha en avant, son expression sérieuse. D'abord, nous déposons l'ordonnance restrictive. Deuxièmement, nous devons discuter de la modification de votre testament immédiatement. Et troisièmement, il marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin. Troisièmement, vous devez décider jusqu'où vous êtes prêt à aller pour vous protéger. Parce que Bruce, je ne pense pas que cela se termine par une simple ordonnance restrictive. Je pense que Henry va se battre, et il va utiliser Léa comme son arme. Alors que j'étais assis, regardant les photos des précédentes victimes de Henry, je réalisais que le coup de poing à mon visage n'était que le premier coup de ce qui allait devenir une guerre pour mes économies, mon héritage, et peut-être ma vie même. L'ordonnance restrictive a été déposée à 15 h cet après-midi-là, mais Robert a insisté pour que je reste à son bureau pendant que son enquêteur, Marcus Webb, présentait ce qu'il avait découvert au cours des dernières 24 heures. Marcus était un ancien agent du FBI, aux yeux fatigués, doté de la patience méthodique qui vient de longues années passées à démêler des crimes financiers. Monsieur Holloway, commença Marcus, étalant des documents sur la table de conférence de Robert. Ce que je m'apprête à vous montrer va être difficile à digérer. Votre gendre a été très occupé. Le premier document qu'il plaça devant moi me glaça le sang. C'était une demande de prêt de la First National Bank, datée d'il y a 3 semaines. La signature de Léa était en bas. Demandant un prêt personnel de 75 000 $ en utilisant ma maison comme garantie. Ce n'est pas possible, dis-je, ma voix à peine stable. Léa n'a aucun droit légal sur ma propriété. Non, elle n'en a pas, acquiesça Marcus. Mais selon cette demande, vous aviez déjà signé un acte de quitte-clin lui transférant une partie de la propriété. Regardez la page 4. Il y avait ma signature, apparemment notariée, transférant 25% de la propriété de ma maison à Léa.
Le problème était que je n'avais jamais signé un tel document. C'est un faux, dis-je immédiatement. Nous le savons, mais c'est un très bon faux. Assez bon pour que la banque approuve la demande de prêt et dépose 75 000 $ sur un compte joint que Léa et Henri ont ouvert 2 jours après avoir vendu leur maison. Robert se pencha en avant. Bruce, cela signifie que Henri planifiait cela depuis des semaines, peut-être des mois. Pendant qu'il convainquait Léa de vendre leur maison pour sa fausse entreprise, il mettait simultanément en place un moyen d'accéder à vos biens en guise de plan de secours. Marcus sortit d'autres documents. Ça empire. Ceci est une procuration, portant également votre signature falsifiée, donnant à Léa le droit de prendre des décisions financières en votre nom en cas d'incapacité. Et ceci, il fit glisser un autre papier, est une directive médicale stipulant que vous avez été diagnostiqué avec une démence précoce, et que Léa devrait être consultée sur toutes les décisions importantes. Je fixai les papiers, me sentant comme si je regardais la preuve de mon propre meurtre. Comment est-ce possible? Comment ont-ils pu falsifier tout cela sans que personne ne s'en aperçoive? Parce que Henri l'a déjà fait, expliqua Marcus. Nous avons trouvé des documents falsifiés similaires dans le cas de Margaret Davison et 2 autres. Il a accès à quelqu'un qui se spécialise dans la fraude documentaire, probablement quelqu'un qu'il a rencontré lors d'une de ses précédentes combines. Mais la banque ne vérifierait-elle pas ces documents? Robert acquiesça sombrement. Ils auraient dû, mais rappelez-vous, Henri n'est pas stupide. Il a choisi une petite succursale bancaire où l'agent de crédit était nouveau et n'a probablement pas suivi les procédures de vérification appropriées. Le prêt de 75 000 $ a été approuvé sur la base de ces documents falsifiés. Donc, ils ont 75 000 $ de mon argent. Corrigea Marcus. Cet argent a été transféré sur les mêmes comptes offshore que le produit de la vente de la maison. Il est parti, tout comme les 500 000. Je me sentais étourdi. En quelques semaines, Henri avait volé 575 000 $, utilisant ma fille comme complice. Volontaire ou involontaire? Il y a plus, continua Marcus, et je n'étais pas sûr de pouvoir en supporter davantage. Nous avons trouvé des preuves que Henri a tenté de souscrire une police d'assurance vie sur vous, avec Léa comme bénéficiaire et lui-même comme bénéficiaire subsidiaire. La demande a été rejetée parce que vous devriez être présent pour l'examen médical. Mais le fait qu'il ait essayé. Il a l'intention de me tuer, dis-je sans détour. Nous ne pouvons pas prouver l'intention, dit Robert avec prudence. Mais le schéma est extrêmement inquiétant. Documents falsifiés lui donnant accès à vos biens, faux dossiers médicaux suggérant votre incompétence mentale, tentative d'assurer votre vie. C'est exactement ce qui est arrivé à Margaret Davison dans les mois précédant sa mort. Marcus sortit une photographie. C'est le petit-fils de Margaret, David. Je lui ai parlé hier. Il a dit que sa grand-mère avait commencé à agir étrangement dans ces derniers mois, signant des documents qu'elle ne comprenait pas, prenant des décisions financières qui n'avaient aucun sens. La famille pensait que c'était de la démence, mais maintenant ils soupçonnent qu'elle était droguée. Droguée. De petites quantités de médicaments sur ordonnance qui peuvent provoquer confusion et perte de mémoire. Rien qui n'apparaîtrait dans une autopsie standard, mais assez pour rendre une personne âgée docile et influençable. Je pensais aux derniers mois, essayant de me rappeler si je m'étais senti inhabituellement fatigué ou confus après des visites avec Léa et Henri. Il y avait eu quelques cas où je m'étais senti embrouillé après qu'ils m'aient apporté le dîner, mais j'avais attribué cela à l'âge et au stress. La bonne nouvelle, dit Robert, c'est que maintenant nous savons à quoi nous avons affaire. Nous pouvons vous protéger. L'ordonnance restrictive n'est qu'un début. Marcus se pencha en avant. Monsieur Holloway, je dois vous poser des questions précises sur vos interactions récentes avec Henri et Léa. Vous ont-ils apporté de la nourriture ou des boissons au cours des derniers mois? Ont-ils déjà insisté pour que vous preniez des médicaments ou des suppléments? En y repensant, d'autres souvenirs refirent surface. Henri m'apportant un café spécial qu'il avait acheté dans un magasin cher. Léa insistant pour que j'essaie des compléments à base de plantes qui aideraient à l'énergie. La façon dont ils avaient tous deux semblé déçus quand je ne finissais pas les boissons qu'ils m'avaient préparées. Mon Dieu, murmurai-je. Nous devons vous emmener chez un médecin immédiatement, dit Robert. Nous avons besoin de tests sanguins pour voir s'il y a des substances dans votre système. Mais s'il me droguait, ne l'aurais-je pas remarqué? Marcus secoua la tête. Ces substances sont conçues pour être subtiles.
Vous pourriez vous sentir un peu fatigué, un peu confus, mais rien de suffisamment spectaculaire pour sonner l'alarme. Le but n'est pas de vous incapaciter immédiatement. C'est de vous rendre progressivement plus docile et confiant. Robert était déjà en train de prendre son téléphone. J'appelle le docteur Patterson. Il peut vous voir cet après-midi et il est discret. Pendant que Robert passait l'appel, Marcus continuait à étaler les documents. Il y a autre chose que vous devez savoir. Nous avons trouvé des communications entre Henry et au moins 3 cabinets d'avocats différents au cours du mois dernier. Il cherchait quelqu'un qui l'aiderait à contester votre compétence mentale. Pour quel motif? Sur la base de la directive médicale falsifiée, prétendant que vous souffrez de démence. S'il pouvait obtenir qu'un tribunal vous déclare mentalement incompétent, Léa deviendrait votre tutrice légale, et Henry aurait accès à tout. L'étendue de la conspiration était accablante. Ce n'était pas seulement un gendre qui essayait de voler de l'argent. C'était un plan élaboré, long de plusieurs mois, visant à me dépouiller systématiquement de mes biens, de mon autonomie, et peut-être de ma vie. Où est Léa dans tout ça, demandai-je. Sait-elle ce qu'il fait? Marcus et Robert échangèrent un regard. C'est la question à $1 million, dit Marcus. Dans certaines de ses affaires précédentes, les femmes ignoraient complètement qu'elles étaient utilisées. Dans d'autres, elles sont devenues des complices volontaires, une fois suffisamment isolées et manipulées. D'après ce que nous avons trouvé aujourd'hui, ajouta Robert, Léa a signé des demandes de prêt en utilisant des documents falsifiés de votre signature. Soit elle savait qu'ils étaient falsifiés, soit Henry l'a convaincu que vous les aviez déjà signés en privé. J'ai pensé au visage de ma fille, quand ils étaient venus demander de l'aide. Le désespoir dans ses yeux, la façon dont elle m'avait supplié. Avait-ce été une émotion sincère, ou était-elle déjà si profondément prise dans la toile de Henry qu'elle ne pouvait plus distinguer la vérité des mensonges? Il y a encore une chose, dit Marcus doucement. Nous avons trouvé des preuves que Henry a fait des recherches sur vos routines quotidiennes, visites au café, courses, vos promenades matinales. Il connaît votre emploi du temps mieux que vous ne le réalisez probablement. Pourquoi aurait-il besoin de cette information? Parce que, dit Robert d'un ton sombre, si ses autres plans échouent, s'il ne peut pas accéder à votre argent par manipulation légale ou faux documents, il pourrait tenter une approche plus directe. La pièce devint silencieuse alors que l'implication s'imposait. Henry ne cherchait pas seulement mon argent. Il se préparait à tous les scénarios possibles, y compris ceux qui pourraient nécessiter que je sois définitivement hors de l'image. Le docteur l'infirmière de Patterson rappela dans les 10 minutes. Je pouvais venir immédiatement pour des analyses de sang et un examen complet. Alors que je me préparais à quitter le bureau de Robert, il me tendit un petit appareil qui ressemblait à un porte-clés. Bouton de panique, expliqua-t-il. Ligne directe avec la police. Gardez-le avec vous en permanence. En me dirigeant vers ma voiture, je réalisai qu'il y a 24 heures, ma plus grande inquiétude avait été d'aider ma fille à traverser une crise financière. Maintenant, je portais un bouton de panique parce que mon propre gendre pourrait avoir l'intention de me tuer. Mais il y avait autre chose qui grandissait à côté de la peur, une colère froide et calculatrice. Henry pensait qu'il avait affaire à un vieil homme confus qu'il pourrait manipuler et éventuellement éliminer. Il n'avait aucune idée qu'il venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait passé 40 ans à construire une entreprise prospère, en déjouant des gens exactement comme lui. Les analyses de sang nous diraient si j'avais été drogué. L'ordonnance restrictive offrirait une protection légale. Mais ce que Henry ne savait pas encore, c'est que je n'allais pas me contenter de me défendre. J'allais le détruire. Les analyses de sang du docteur Patterson confirmèrent nos soupçons, faible niveau de lorazépam et de diphénhydramine, des médicaments qui, combinés, provoqueraient somnolence et confusion, mais à des doses suffisamment faibles pour ressembler à des effets naturels du vieillissement. J'avais été systématiquement drogué pendant au moins 2 mois. La bonne nouvelle, expliqua le docteur Patterson alors que nous examinions les résultats, est que ces substances s'éliminent relativement rapidement de votre système. Vous devriez vous sentir plus alerte d'ici quelques jours. La mauvaise nouvelle est que ce niveau de préméditation suggère que celui qui a fait cela planifiait quelque chose de significatif. Je rentrais du cabinet du médecin avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des semaines. Le brouillard qui avait obscurci mes pensées se levait déjà, et avec lui, une rage vive et concentrée. Henry m'avait empoisonné en s'asseyant à ma table, en me serrant la main, en m'appelant papa. Mais ma colère n'était rien comparée à ce que je ressentis en arrivant chez moi et en voyant la voiture de Léa garée dans la rue.
Elle était assise sur les marches de mon Porsche, et pendant un instant, je ressentis une pointe de l'ancien instinct paternel. Elle avait l'air si petite, si perdue. Ses cheveux étaient sales, ses vêtements froissés, et elle avait pleuré. Malgré tout ce que j'avais appris sur la manipulation de Henri. Malgré les faux documents et l'argent volé, elle restait ma fille. « Papa, dit-elle en m'approchant, sa voix, je sais que tu ne veux pas me voir, mais je devais venir. » Je m'arrêtai au bas des marches, gardant une distance entre nous. Le bouton de panique que Robert m'avait donné pesait lourd dans ma poche. Où est Henri? Il est chez un ami. Papa, je dois te parler de ce qui s'est passé hier. Henri se sent très mal de t'avoir frappé. Ah bon, demandai-je, étudiant son visage. Ses yeux étaient rougis et désespérés. Mais il y avait autre chose là-bas, une qualité répétée dans ses mots, qui me serrait l'estomac. Il a été tellement stressé par l'échec de l'entreprise. Et quand tu as refusé de nous aider, il a juste craqué. Ce n'est pas son genre, papa. Tu sais que non. Je m'assis sur la marche du bas, gardant mes distances, mais montrant que j'étais prêt à écouter. Léa, parle-moi du prêt que tu as contracté en utilisant ma maison comme garantie. Son visage devint blanc. Quel prêt? Le prêt de 75 000 $ de la First National Bank. Celui où tu as utilisé ma fausse signature pour affirmer que je t'avais donné une propriété partielle de cette maison. Papa, je ne sais pas de quoi tu parles, mais ses yeux s'échappèrent des miens, et ses mains commencèrent à trembler. Henri gère toutes nos finances. Je signe juste ce qu'il me dit de signer. Voilà, l'aveu que je redoutais. Ma fille avait signé des documents sans les lire, faisant entièrement confiance à Henri. Mais était-elle vraiment innocente, ou avait-elle choisi une ignorance volontaire? Léa, ma chérie, dis-je doucement. Quand tu as signé ces documents bancaires, les as-tu lus? J'ai. Henri a dit que c'était des papiers de refinancement pour la maison que nous avons vendue. Il a dit que c'était juste de la paperasse pour s'assurer que la vente se passe bien. Mais ce n'était pas des papiers de refinancement. C'était des demandes de prêt, utilisant ma propriété comme garantie. Léa, cet argent est parti. Henri l'a volé, tout comme il a volé les 500 000 $ de la vente de ta maison. Elle se serra les bras, se balançant légèrement. Non, ce n'est pas. L'entreprise traverse juste une période difficile. Henri dit que ça arrive tout le temps avec les startups. Il n'y a pas d'entreprise, Léa. Il n'y en a jamais eu. Henri a tout inventé. Tu mens. Les mots explosèrent d'elle avec une telle force que je tressaillis. Tu n'as jamais aimé Henri. Tu ne lui as jamais donné sa chance. Et maintenant tu inventes des histoires pour me monter contre lui. Je sortis mon téléphone et lui montrai les photographies que Marcus m'avait données. Henri avec Margaret Davison, avec Linda Curter, avec toutes les autres femmes qu'il avait escroquées. Alors explique ça. Léa fixa les photos, sa respiration devenant superficielle et rapide. Ça pourrait être n'importe qui. Tu aurais pu les photoshopper. Léa, écoute-toi. Tu défends un homme qui a frappé ton père au visage. Un homme qui t'a tout volé. Il n'a rien volé, cria-t-elle, se levant d'un bond. Tu ne comprends rien aux affaires, papa. Tu n'as jamais pris de risque. Tu n'as jamais essayé de construire quelque chose de plus grand. Henri construit quelque chose d'incroyable, et tu es trop borné pour le voir. Les mots me frappèrent comme des coups physiques. C'était ma fille, la petite fille que j'avais élevée seule après la mort de sa mère, qui défendait l'homme qui détruisait systématiquement nos devis. Léa, dis-je doucement. J'ai besoin que tu me regardes et que tu me dises la vérité. As-tu mis quelque chose dans ma nourriture ou mes boissons quand tu me rendais visite? Quelque chose que Henri t'a donné pour m'aider à me détendre ou à me sentir mieux? Son visage se froissa et pendant un instant, je vis un éclair de la fille que je connaissais. Papa, s'il te plaît, ne me demande pas ça. Ce n'est pas un démenti. Henri a dit. Il a dit que tu devenais confus, que tu oubliais des choses. Il a dit que les suppléments aideraient ta mémoire. Quels suppléments, Léa? Juste des trucs à base de plantes, des choses naturelles pour aider la fonction cognitive. Il les a achetés dans un magasin d'aliments naturels. Je me sentis malade. Elle m'avait drogué, mais elle avait cru qu'elle aidait. Henri l'avait convaincu que je déclinais mentalement,
et qu'elle était une fille attentionnée en me soignant à mon insu. Ma chérie, ce n'était pas des suppléments. C'étaient des médicaments sur ordonnance, conçus pour me rendre confus et docile. Henri me droguait par ton intermédiaire. Léa me regarda un long moment, et je pus voir la guerre se dérouler derrière ses yeux. La bataille entre la vérité et la réalité que Henri avait construite pour elle. Non, murmura-t-elle. Non, ce n'est pas. Henri ne ferait pas ça. Il l'a fait. Et il t'utilise pour ça. Elle commença à reculer, secouant violemment la tête. Tu essaies de me monter contre mon mari. Tu as toujours été jaloux que j'ai trouvé quelqu'un qui m'aime. Léa, j'essaie de te sauver d'un homme qui va te détruire, puis disparaître, comme il l'a fait avec toutes ces autres femmes. Arrête, cria-t-elle. Arrête de mentir sur lui. Henri m'aime. Il m'a épousée. Il m'a choisi. Il a choisi ton argent, ma chérie. Il a choisi ton accès à moi. C'est alors qu'elle prononça les mots qui me brisèrent le cœur complètement. Si je dois choisir entre toi et Henri, je choisis Henri. C'est ma famille maintenant. Je fixais ma fille, cette femme que j'avais élevée et aimée et pour laquelle j'avais sacrifié, et réalisé que je l'avais déjà perdue. Henri avait fait un travail si approfondi d'isolement et de manipulation qu'elle ne pouvait plus voir la vérité. Alors nous n'avons plus rien à nous dire, dis-je doucement. Papa, attends. Sa voix redevint suppliante. Tu n'es pas obligé d'aimer Henri, mais tu pourrais quand même nous aider. Juste un prêt, juste assez pour nous remettre sur pied. Je te rembourserai, je te le promets. Avec quel argent, Léa? Tu n'as plus de maison. Tu n'as plus d'économie. Et l'entreprise de Henri n'existe pas. On va s'en sortir. On s'en sort toujours. Je me levai lentement, le cœur brisé à chaque mot que j'étais sur le point de prononcer. Non, ma chérie, vous ne vous en sortirez pas, et je ne serai pas là pour te rattraper quand Henri disparaîtra. Que veux-tu dire? Je veux dire que je change mon testament. Tout ce que je comptais te laisser ira à une association caritative. Si tu veux rester avec Henri, c'est ton choix. Mais je ne financerai pas ta destruction. Le visage de Léa passa par une série d'émotions, choc, incrédulité, et finalement rage. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta fille. Je suis ta seule famille. La famille ne se drogue pas, Léa. La famille ne se vole pas. La famille ne choisit pas un escroc plutôt que son propre père. Henri a dit que tu pourrais faire ça, dit-elle, sa voix devenant froide. Il a dit que tu étais vindicatif et contrôlant, et que si nous ne faisions pas exactement ce que tu voulais, tu nous punirais. Henri a dit ça parce qu'il savait que ce jour allait arriver. Il te préparait à cela. Léa sortit son téléphone. J'appelle mon avocat. Tu ne peux pas simplement me rayer de ton testament parce que tu n'aimes pas mon mari. En fait, je peux. C'est mon argent, Léa. Je l'ai gagné. Je l'ai économisé. Et je décide ce qu'il en advient. On va se battre, papa. Henri connaît des avocats aussi. Alors qu'elle s'éloignait, le téléphone pressé contre son oreille, je réalisai que Robert avait eu raison. Cela ne se terminerait pas par une simple ordonnance restrictive. Henri allait utiliser ma propre fille comme arme contre moi, et elle allait le laisser faire. Debout sur mon porche, regardant ma fille s'éloigner pour planifier une action en justice contre moi, je compris que la lutte pour mes biens ne faisait que commencer. Mais plus que cela, je compris que j'étais vraiment seul maintenant. La petite fille qui montait dans mes genoux pendant les orages avait disparu, remplacée par une étrangère qui ne me voyait que comme un obstacle à surmonter. Cette nuit-là, j'ai appelé Robert et lui ai dit de rédiger le Nouveau Testament immédiatement. Si Léa voulait choisir Henri plutôt que moi, elle devrait en assumer les conséquences. Tous les deux. Le Nouveau Testament fut signé et notarié en 48 heures. Robert avait travaillé tout le week-end pour s'assurer qu'il était blindé, avec de multiples garanties contre toute allégation d'incompétence mentale ou d'influence indue. Chaque centime de ma succession irait à l'American Cancer Society, avec une clause spécifique stipulant que cette décision était prise en pleine possession de mes facultés mentales et en pleine connaissance des circonstances et des choix de ma fille. J'avais cru que ce serait la fin. Je me suis trompé. Le premier tir juridique arriva un mardi matin. Livré par un huissier à l'air nerveux qui s'excusa 2 fois avant de me remettre l'épaisse enveloppe.
À l'intérieur se trouvait une requête en tutelle déposée par Léa Richardson. Elle avait légalement changé son nom pour correspondre au dernier alias de Henry. La requête prétendait que je souffrais de démence, que j'étais manipulé par des conseillers peu scrupuleux, ce qui signifiait Robert, et que j'avais besoin d'une protection immédiate contre mon propre mauvais jugement. Y étaient joints les faux dossiers médicaux que Henry avait créés, ainsi que des déclarations sous serment de 3 personnes dont je n'avais jamais entendu parler, tout affirmant avoir été témoins de ma détérioration mentale. C'est complètement fabriqué, m'assura Robert alors que nous examinions les documents dans son bureau. Mais l'avocat de Henry est bon. Il vous dépeigne comme un vieil homme confus, qui est exploité par un avocat avide. Peuvent-ils réellement obtenir la tutelle? Ils peuvent essayer. L'audience est prévue le mois prochain, ce qui nous donne le temps de nous préparer. Mais Bruce, ça va devenir moche. Ils vont contester tout. Votre état mental, vos décisions financières, même votre relation avec moi. Cet après-midi-là, j'ai eu un premier aperçu de la laideur que cela allait prendre. J'étais au supermarché quand j'ai remarqué que les gens me regardaient. Une femme au rayon des fruits et légumes a murmuré quelque chose à son mari en me regardant directement. La caissière, qui me connaissait depuis des années, a semblé mal à l'aise pendant notre échange habituellement amical. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une note scotchée à ma porte d'entrée. Honte à toi d'avoir abandonné ta fille en ces temps difficiles. Quel genre de père es-tu? Il m'a fallu un instant pour comprendre ce qui se passait. Puis je me suis souvenu de quelque chose que Marcus avait mentionné à propos des campagnes précédentes de Henry. Il ne se contentait pas de voler de l'argent, il détruisait des réputations. J'ai immédiatement appelé Robert. Ils répandent des rumeurs sur moi en ville. Quel genre de rumeurs? Que je suis un père sans cœur qui a coupé les ponts avec sa fille parce qu'il n'aimait pas son mari. Robert soupira. Henry a déjà utilisé cette tactique. Il dépeint ses victimes comme des méchants, et lui-même ainsi que sa cible actuelle comme des victimes innocentes. Cela fait partie de l'isolement des systèmes de soutien potentiels. Au cours de la semaine suivante, la campagne de rumeurs s'intensifia. Mon barbier de longue date mentionna qu'il avait entendu dire que j'avais des problèmes familiaux. La femme du café que je fréquentais depuis 10 ans me demanda si j'allais bien, d'un ton qui suggérait qu'elle avait entendu dire que non. Même la réceptionniste de mon médecin me regarda avec pitié lorsque j'arrivai à mon rendez-vous habituel. Mais le coup de grâce vint lorsque ma voisine Janet Morrison frappa à ma porte un vendredi soir. Janet et moi étions amis depuis 15 ans. Elle m'avait apporté des gratins après mon opération l'année dernière, et j'avais déblayé son allée pendant le blizzard. Bruce, dit-elle, sa voix prudente et inquiète. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'espère que tu seras honnête avec moi. Bien sûr. Léa est venue me voir hier. Elle est très inquiète pour toi. Elle dit que tu agis étrangement, que tu prends des décisions financières irrationnelles, et que tu pourrais te faire exploiter. Je sentis mon estomac se tordre. Janet, tu me connais depuis 15 ans. Est-ce que je te semble confus ou irrationnel? Eh bien, non, admit-elle, mais Léa semblait si sincèrement inquiète. Elle a dit que tu avais changé ton testament impulsivement, et que tu n'étais peut-être pas lucide. Tate-elle dit que son mari m'avait frappé au visage, ou qu'ils avaient falsifié ma signature pour voler 75 000 $? Les yeux de Janet s'écarquillèrent. Quoi? Non, elle. Elle a dit que tu étais en colère à cause de certains investissements commerciaux qui n'avaient pas fonctionné. Janet, mon gendre est un escroc. Il nous a volé près de 600 000 $ et essaie maintenant de prendre le contrôle de mes biens en prétendant que je suis mentalement incompétent. Mais Léa semblait si convaincante, sincère. C'est parce qu'elle a subi un lavage de cerveau. Henry l'a convaincu que je suis le problème. Janet partit l'air troublé et incertain, ce qui était exactement ce que Henry voulait. Le doute, la confusion, les gens se demandant si j'étais la victime ou le méchant de cette histoire. La guerre psychologique s'intensifia, lorsque je reçus un appel de ma petite fille, Emma. Elle avait 23 ans, vivait en Californie, et je ne lui avais pas parlé depuis des mois. Sa voix était froide quand elle appela. « Grand-père, maman m'a dit ce que tu avais fait. » Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu as refusé de l'aider quand elle était sans abri. Que tu l'as rayé de ton testament parce que tu n'aimes pas Henry. Que tu es influencé par des avocats qui veulent ton argent. Je fermai les yeux, sentant là le poids de la manipulation de Henry atteignant même la génération suivante. Emma,
ta mère t'a-t-elle dit que Henri avait volé tout leur argent? Qu'il m'avait frappé? Qu'il me droguait? Elle a dit, tu pourrais dire des choses comme ça. Elle a dit que le stress t'avait rendu paranoïaque et que tu inventais des histoires sur Henri. Ma chérie, je suis ton grand-père. Je ne t'ai jamais menti. Pourquoi commencerais-je maintenant? Il y eut un long silence. Je ne sais plus quoi croire. Maman pleure tout le temps. Elle dit que Henri essaie de trouver du travail, mais que tu répands des mensonges sur lui auprès d'employeurs potentiels. C'était une nouvelle pour moi, mais cela correspondait au schéma de Henri, qui consistait à avoir toujours un coup d'avance sur la révélation. Emma, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu recherches Henri Richardson en ligne. Cherche ses précédents mariages, son historique commercial, puis décide par toi-même qui dit la vérité. Maman a dit que tu pourrais me demander de faire ça. Elle a dit que tu essaierais de me monter contre Henri avec de fausses preuves. J'ai alors réalisé à quel point Henri s'était préparé à cela. Il avait donné à Léa des réponses à toutes les vérités possibles que je pourrais dire, présentant tout comme une preuve de mon déclin mental ou de ma nature vindicative. Je t'aime, Emma, dis-je doucement. Quoi qu'il arrive, souviens-t'en. Je t'aime aussi, grand-père, mais je pense que tu as besoin d'aide. Après qu'elle ait raccroché, je me suis assis dans ma cuisine, entouré du silence d'une maison qui avait autrefois été remplie de rires familiaux. Henri n'avait pas seulement volé de l'argent. Il avait volé mes relations, ma réputation, mon héritage. Le coup de grâce vint lorsque Robert appela avec des nouvelles concernant l'audience de tutelle. Ils ont engagé le docteur Elisabeth Chen, une gériatre psychiatre, pour évaluer votre état mental. Elle doit vous interroger la semaine prochaine. C'est bon ou mauvais? Potentiellement très mauvais. Le docteur Chen a témoigné dans plusieurs affaires de tutelle où les requérants ont gagné. Elle a la réputation de trouver un déclin cognitif même dans les cas limites. Ils achètent un témoin expert? C'est difficile à prouver, mais le schéma est suspect. Ce que nous devons faire, c'est obtenir notre propre évaluation d'abord. Le docteur Patterson a accepté de mener une évaluation cognitive complète, et nous aurons ses résultats avant que le docteur Chen ne vous voie. Ce week-end-là, j'ai subi 4 heures de tests psychologiques et cognitifs. Le docteur Patterson m'a soumis à des tests de mémoire, des exercices de résolution de problèmes et des entretiens détaillés sur mes antécédents médicaux et mon état mental actuel. Bruce, m'a-t-il dit quand nous avons eu fini, je peux affirmer catégoriquement que vous ne présentez aucun signe de démence, de déclin cognitif ou d'incompétence mentale. Vos scores au test sont même supérieurs à la moyenne pour votre groupe d'âge. Cela suffira-t-il pour contester la demande de tutelle? Cela devrait suffire, mais vous devez comprendre à quoi vous êtes confrontés. Henri et Léa n'essaient pas seulement de prouver que vous êtes incompétent. Ils essaient de prouver que quiconque vous croit est également suspect. Ils vont attaquer les motivations de Robert, remettre en question l'objectivité du docteur Patterson, et dépeindre tous ceux qui vous soutiennent comme faisant partie d'une conspiration. Le lundi matin, un autre document juridique arriva, une motion pour geler mes biens en attendant l'audience de tutelle. L'avocat de Henri argua que je risquais d'être manipulé pour me débarrasser de mon argent, et que mes biens avaient besoin de protection. Peuvent-ils réellement geler mes comptes? Quand j'ai demandé à Robert, ils peuvent essayer. Nous allons nous battre, mais cela montre à quel point ils deviennent désespérés. S'ils ne peuvent pas obtenir la tutelle, ils essaieront de bloquer votre argent dans des procédures judiciaires jusqu'à ce que vous soyez trop épuisé pour vous battre. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui a surpris même Robert. J'ai appelé une conférence de presse. Eh bien, pas exactement une conférence de presse. J'ai appelé le journal local et leur ai demandé s'ils seraient intéressés par une interview avec un homme d'affaires local, dont le gendre essayait de voler sa succession par le biais d'une fraude de tutelle. La journaliste, Sarah Martinez, était jeune et avide d'une vraie histoire. Quand je lui ai montré les preuves, les faux documents, les photos des précédentes victimes de Henri, les résultats des tests sanguins montrant que j'avais été drogué, ses yeux se sont illuminés. Monsieur Holloway, c'est incroyable. Puis-je vérifier ces documents auprès de votre avocat? Vous pouvez tout vérifier. Je veux que la vérité soit connue avant l'audience de tutelle. L'article parut 3 jours plus tard, avec le titre « Escroc local cible son beau-père âgé dans un complot d'héritage élaboré ». Il détaillait l'histoire de Henri, les faux documents, l'argent volé et la demande de tutelle. La réponse fut immédiate et accablante.
La campagne de rumeurs contre moi s'arrêta du jour au lendemain. Au lieu de cela, des gens commencèrent à m'approcher avec sympathie et indignation. Plusieurs personnes se manifestèrent avec leurs propres histoires de Henry essayant de les impliquer dans diverses combines, mais la réponse la plus importante vint d'une source inattendue. J'ai reçu un appel de Davison, le petit-fils de Margaret. Monsieur Holloway, j'ai lu l'article sur votre situation. Je pense que vous devriez savoir. Nous avons trouvé quelque chose dans les papiers de ma grand-mère après sa mort. Des lettres de Henry. Des lettres qui pourraient vous aider dans votre cas. Quel genre de lettres? Des lettres d'amour, mais elles ne sont pas ce à quoi vous vous attendriez. Elles sont calculées, froides, comme s'il suivait un script. Et Monsieur Holloway, certaines d'entre elles vous mentionnent. Mon sang se figea. Me mentionne comment? Il a écrit à ma grand-mère au sujet de la recherche d'autres cibles potentielles. Il a spécifiquement mentionné un homme d'affaires dans votre ville avec une fille nommée Léa. C'était 2 ans avant même qu'il ne rencontre votre fille. Les pièces du puzzle se mirent en place avec une clarté horrifiante. Henry n'avait pas rencontré Léa par hasard. Il m'avait recherché, identifié comme une cible, puis s'était systématiquement positionné pour rencontrer ma fille. Notre relation entière, depuis le tout début, avait été une mise en scène. J'étais encore en train de digérer cette révélation lorsque Robert appela avec une nouvelle qui allait tout changer. Bruce, je viens d'avoir des nouvelles du bureau du procureur. Ils montent un dossier contre Henry depuis des mois, et votre article leur a fourni la dernière pièce dont ils avaient besoin. Ils vont émettre un mandat d'arrêt contre lui demain matin. Enfin, après des mois passés sur la défensive, j'allais voir Henry faire face aux conséquences de ses actes. Mais, comme j'allais bientôt l'apprendre, les animaux acculés sont les plus dangereux, et Henry avait une dernière carte désespérée à jouer. Le mandat d'arrêt fut émis un mercredi matin, mais lorsque la police arriva au motel où Henry et Léa séjournaient, ils étaient partis. Leur chambre était vide, à l'exception d'une pile de documents légaux et de ce qui semblait être des valises emballées à la hâte. Henry avait disparu, tout comme il l'avait fait avec ses précédentes victimes. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, il y avait des preuves. Cette fois-ci, le FBI était impliqué. Il ne peut pas rester caché éternellement, expliqua l'agent Sarah Collins lors de notre réunion au bureau de Robert. Son schéma a toujours été de disparaître quand les choses deviennent trop chaudes, mais nous avons gelé ses comptes connus et nous surveillons ses alias. De plus, il a fait une erreur cette fois-ci. Quelle erreur? Il est resté trop longtemps. Généralement, il prend l'argent et s'enfuit immédiatement. Mais il était tellement concentré sur votre succession qu'il a continué à pousser, à intensifier. Maintenant, nous avons suffisamment de preuves pour l'inculper de fraude électronique, d'usurpation d'identité et de maltraitance de personnes âgées, dans plusieurs États. J'aurais dû me sentir victorieux, mais tout ce que je ressentais, c'était le vide. Henry était parti, mais ma fille aussi. Selon le réceptionniste du motel, Léa avait semblé confuse et effrayée lorsqu'ils étaient partis. Mais elle était partie avec lui volontairement. Nous la retrouverons aussi, m'assura l'agent Collins. Dans des cas comme celui-ci, la victime ne réalise souvent qu'elle est une victime que lorsque son agresseur l'abandonne. Robert se pencha en avant. Bruce, il y a autre chose que vous devez savoir. La requête en tutelle a été retirée. Sans Henry pour la faire avancer, et avec les accusations criminelles déposées, l'avocat de Léa a abandonné l'affaire. Que arrive-t-il à l'argent qu'ils ont volé? Le FBI a récupéré environ 60 000 $ sur des comptes que nous avons pu tracer. Le reste. L'agent Collins haussa les épaules. Il est probablement perdu à jamais. Ce type de criminel est très doué pour transférer rapidement l'argent à l'étranger. 515 000 $ partis. 5 ans de mariage de ma fille partis. Ma relation avec ma petite fille endommagée, peut-être irrémédiablement, mais j'étais en vie. J'étais libre. Et je n'étais plus la cible de personne. Les semaines qui suivirent furent surréalistes. Le journal local publia un article de suivi lorsqu'Henry fut ajouté à la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. J'ai reçu des appels de victimes d'autres escrocs, des personnes qui voulaient partager leurs histoires ou demander des conseils. Le bureau du procureur de district m'a demandé de prendre la parole lors de séminaires sur la prévention de la fraude envers les personnes âgées. J'ai refusé la plupart de ces demandes. Je n'étais pas intéressé à devenir un porte-parole des victimes. Je voulais juste retrouver ma vie.
3 mois après la disparition de Henri, j'ai reçu une visite inattendue. Je travaillais dans mon jardin quand une voiture s'est arrêtée dans mon allée. Pendant un instant, mon cœur s'est arrêté. Cela ressemblait à la voiture de Léa, mais quand la conductrice est sortie, j'ai vu que c'était Emma, ma petite fille. Elle avait l'air plus âgée, plus sérieuse que la dernière fois que je l'avais vue à Noël, il y a 2 ans. Elle s'approcha de moi avec hésitation, comme incertaine de son accueil. « Grand-père !» Je posai mes outils de jardinage et la regardai vraiment. Elle avait les yeux de sa mère, mais mon menton têtu. Elle portait un jean et un simple pull, et elle avait l'air d'avoir pleuré récemment. « Emma, c'est une surprise. Je suis venu de Californie. J'avais besoin de te voir. Comment va ta mère ?» Le visage d'Emma se froissa légèrement. Elle ne va pas bien, grand-père. Henri l'a laissée à Las Vegas sans rien. Pas d'argent, pas de voiture, pas de carte d'identité. Ils portaient tous leurs documents. Elle m'a appelé d'un poste de police il y a 3 semaines. Je sentis une pointe de douleur pour ma fille malgré tout. Est-elle en sécurité? Elle est dans un foyer pour femmes. Elle est brisée, grand-père, complètement brisée. Elle n'arrête pas de dire qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle a été si stupide, qu'elle a tout détruit pour un homme qui ne l'a jamais aimée. Emma essuya ses yeux. Elle m'a demandé de venir te voir. Elle a trop honte d'appeler ou d'écrire. Elle voulait que je te dise qu'elle sait maintenant. Elle sait tout ce que Henri a fait, tout ce qu'elle l'a aidé à faire. Elle sait pour la drogue, les faux documents, tout ça. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Rien. C'est ce qu'elle a dit. Dis à grand-père que je ne veux rien de lui. Je veux juste qu'il sache que je connais la vérité maintenant et que je suis désolé. Nous nous tenions là, dans mon jardin, entourés des tomates et des roses que j'entretenais. 2 personnes essayant de comprendre comment combler un fossé qui pourrait être trop large à traverser. Emma, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. Penses-tu que ta mère savait ce que Henri faisait? Emma resta silencieuse un long moment. Je pense qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle avait tellement peur d'être à nouveau seule, qu'elle a choisi de ne pas le voir. Henri était très doué pour lui faire sentir qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. Et maintenant elle apprend qu'être seule est mieux que d'être avec quelqu'un qui te détruit. Je te connais. J'ai pensé à ma fille assise dans un refuge à Las Vegas, comprenant enfin le prix des choix qu'elle avait faits. Une partie de moi voulait la secourir, la ramener à la maison et essayer de reconstruire ce que nous avions perdu. Mais une autre partie de moi, celle qui avait appris de dures leçons sur l'incitation à des comportements destructeurs, savait que certaines leçons ne pouvaient être apprises qu'à la dure. Reçoit-elle de l'aide? Un accompagnement? Oui. Le refuge a des programmes pour les femmes victimes d'abus financiers. Elle commence à comprendre comment Henri l'a manipulée, l'a isolée de tous ceux qui tenaient à elle. Bien. C'est important. Emma regarda autour de mon jardin, ma maison, la vie que j'avais protégée en faisant le choix le plus difficile de ma vie. Grand-père, elle n'attend pas de pardon. Elle a dit qu'elle savait qu'elle t'avait choisi Henri plutôt que toi, et qu'elle devait vivre avec ça. Que penses-tu que je devrais faire? Je pense que tu devrais faire ce qui te semble juste. Tu ne lui dois pas le pardon juste parce qu'elle est désolée maintenant. Tu ne lui dois rien. Ce soir-là, après qu'Emma soit partie pour retourner en Californie, je me suis assis sur mon porche avec un verre de vin et j'ai repensé à l'année passée. J'avais été frappé, drogué, volé, attaqué légalement et publiquement humilié. J'avais perdu ma fille, le respect de ma petite fille et près de $600 000. Mais j'avais aussi appris quelque chose de précieux sur moi-même, quand tout était en jeu, quand je devais choisir entre la loyauté familiale et l'autopréservation. J'avais choisi correctement. J'avais refusé de permettre la destruction, même quand cela m'avait coûté la relation la plus importante de ma vie. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Léa. Elle était courte et écrite à la main sur du papier bon marché. Papa, je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire après tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai choisi Henri plutôt que toi, et je sais la douleur que cela a causé. Je n'écris pas pour demander pardon ou de l'aide. J'écris pour te dire que tu avais raison sur tout. Henri ne m'a jamais aimé. Il m'a utilisé pour t'atteindre, et j'étais trop aveugle pour le voir. Tu as essayé de me sauver, et je me suis battu à chaque étape du chemin. Je comprends maintenant pourquoi tu as dû te protéger de moi.
Je comprends pourquoi tu as changé ton testament. J'aurais fait la même chose. Je ne sais pas si je pourrai un jour reconstruire ma vie, mais je voulais que tu saches que je comprends enfin la tienne. Tu étais un bon père. J'étais une mauvaise fille. C'est de ma faute, pas de la tienne. J'espère que tu es heureux et en sécurité. J'espère que tu as trouvé la paix. Tu le mérites. Amour, Léa. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai rangée dans mon tiroir de bureau. Je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, sont faits pour le rester. 1 an après la disparition de Henry, l'agent Collins a appelé avec des nouvelles. Henry avait été arrêté au Mexique, essayant de faire la même escroquerie sur une riche veuve à Cancun. Il serait extradé pour faire face à des accusations dans plusieurs États. Les procédures judiciaires prendraient des années, mais il passerait probablement le reste de sa vie en prison. Et l'argent, demandai-je. Nous avons récupéré 120 000 $ supplémentaires sur des comptes aux îles Caïmans. Ce n'est pas tout, mais c'est quelque chose. 120 000 $ sur près de 600 000 $ volés, mais j'ai constaté que je ne me souciais pas de l'argent autant que je l'avais espéré. J'avais appris à vivre sans. Appris à trouver satisfaction dans des choses plus simples, mon jardin, mes livres, la douce satisfaction d'une vie menée selon mes propres termes. Emma est venue me voir 2 fois de plus au cours de l'année suivante. Elle n'a jamais mentionné sa mère et je n'ai jamais demandé. Nous reconstruisions notre propre relation, séparément des décombres de tout le reste. Par un beau matin de printemps, exactement 2 ans après que Henry m'ait frappé sur le pas de ma porte, je travaillais dans mon jardin quand mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait le numéro d'Emma. Grand-père, j'ai des nouvelles. Maman a été acceptée dans un programme de formation professionnelle. Elle apprend à être spécialiste en facturation médicale. Elle est clean et sobre depuis 8 mois, et elle vit dans un logement transitoire. C'est une bonne nouvelle. Elle voulait te dire autre chose. Elle ne va plus te contacter. Elle ne va plus demander à Emma de servir d'intermédiaire. Elle a dit qu'elle avait causé assez de dégâts et qu'il était temps pour elle de construire sa propre vie sans t'impliquer. J'ai ressenti un étrange soulagement. Non pas parce que je n'aimais pas ma fille, mais parce qu'elle assumait enfin la responsabilité de ses propres choix. Grand-père, ça te va? J'ai regardé autour de mon jardin, la vie que j'avais construite après avoir failli tout perdre. Oui, Emma. Je pense que c'est exactement ce qui doit arriver. Après que nous ayons raccroché, je suis retourné à mes tomates. Elles poussaient bien cette année, saines et fortes, comme moi. Henry avait essayé de me détruire, mais j'avais survécu. Plus que survécu, j'avais réappris à prospérer. J'avais appris que parfois, la chose la plus aimante à faire est de refuser de permettre à quelqu'un de s'autodétruire, même lorsque cette personne est votre propre enfant. J'avais appris que se protéger n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Et j'avais appris que recommencer à 62 ans n'était pas seulement possible, cela pouvait être le début des meilleures années de ma vie. Alors que je travaillais sous le soleil de l'après-midi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une paix complète. Personne ne me manipulait, ne me volait, ou ne me mentait. Personne ne complotait pour me faire du mal ou m'utiliser. J'étais libre. Et la liberté, j'ai découvert, valait n'importe quel prix que j'avais payé pour elle. Même le prix de perdre ma fille à ses propres mauvais choix. Certaines batailles sont gagnées, non pas en combattant, mais en refusant de se perdre dans celles des autres.